Bon, déjà, en préambule, je voulais te remercier d'accueillir les 100 grades de la police nationale. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la police nationale, il n'y a pas que des corps actifs, il y a aussi des personnels administratifs, techniques, ouvriers d'État, ouvriers cuisiniers et scientifiques. Également en préambule, ce que je tenais à dire, c'est qu'il faut faire une distinction dès le départ entre les personnels scientifiques et les personnels des corps d'encadrement et d'application. Faire cette distinction, pourquoi? Parce qu'on a encore des collègues qui sont dans des corps d'encadrement et d'application qui sont au sein de la police technique et scientifique. C'est des policiers. C'est des policiers. Ce sont des policiers effectivement qui ont un statut, qui font de la police scientifique. Qui font de la police scientifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, on a recruté au niveau scientifique, même si au niveau du recrutement, ça reste encore très, comment dirais-je, il y a un peu de recrutement vu que les scientifiques tournent en astreinte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on tourne en astreinte, sur un effectif de 3 par exemple, c'est-à-dire que tous les 3 semaines, on a des collègues qui tournent, voilà, toutes les 3 semaines en astreinte. Donc, inutile de dire qu'au niveau vie privée, voilà, c'est pas toujours évident de concilier vie professionnelle et vie privée. Donc, pareil, tourner 3 en astreinte, ça veut dire que dans l'année, on se retrouve à avoir au moins 15 à 20 astreintes dans l'année, ce qui est énorme. Une astreinte, c'est quoi? C'est le week-end? Alors, l'astreinte, concrètement, donc on a nos horaires de bureau, on a nos horaires de bureau à 40h30 par semaine. Ouais. Et à côté de ça, on a l'astreinte qui, normalement, commence à 21h et finit à 6h du matin. Sauf pour la semaine, voilà. Plus les week-ends, c'est complet du vendredi au lundi matin. Voilà. Non, ça, c'est en journée, en disponibilité totale. D'accord. Et quand vous faites des astreintes, c'est genre un coup de téléphone dans le week-end ou c'est 20 coups de téléphone? Parce que non, mais il y a astreinte et astreinte. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui font des astreintes, par exemple, à l'éducation nationale, et bon, ils sont rappelés un coup de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Si je peux me permettre 2 minutes, on est passé quand même dans le passage au niveau police de la culture de l'aveu à la culture de la preuve, à un développement de ce qu'on appelle la PTS de masse, où les collègues PTS sont appelés pour un ils couvrent du petit cambriolage à l'attentat terroriste. Donc les astreintes, c'est assez exponentiel. La politique du chiffre, c'est aussi pour vous, quoi. La politique du chiffre, c'est aussi pour nous. Vu tout ce qu'on doit donner comme statistique au début de mois, je pense que ça en fait partie. Effectivement, les rappels sont fréquents. Tout dépend du service dans lequel où on est affecté. Il y a de grosses disparités, même sur le motif de rappel. C'est-à-dire que des fois, on sait un petit peu le bon sens ne prévaut pas. On rappelle des collègues pour des tags sur des boîtes aux lettres en pleine nuit, pour prélever un caillou, sous prétexte que c'est peut-être l'élément de preuve, alors qu'on pouvait l'écarter et exploitation plus tard par la police technique scientifique. Bon, ça, c'est aussi des combats qu'on est en train de mener de sensibilisation, parce que j'ai de la chance pour peut-être avoir œuvré pendant des années contre cela au sein de mon service, qu'on ne nous rappelle plus pour n'importe quoi la nuit en tout cas, ce qui peut être reporté ou plutôt en horaire classique hebdomadaire. Mais genre prendre l'élément en question, mettre sous scellé, le mettre dans un sac qui va bien. C'est plutôt, admettons, un cambriolage. Les gens rentrent chez eux à 2h du matin, ils sont fatigués, ils viennent de constater qu'ils se sont fait cambrioler. Ce qui est sur le lit, ce qui a été déversé sur le lit, les collègues ils prennent le drap, ils le font déposer, tomber par terre, ou ils prennent des gants, ils déposent, ils mettent de côté, ils disent genre, vous pouvez dormir, et demain matin mon collègue il arrive, touchez à rien d'ici là. Vous pouvez toucher votre cafetière, mais voilà, ne touchez pas les objets qui ont été manipulés. Ça ne change rien. Nous, on arrive le lendemain matin, les gens sont déjà plus tranquilles, un peu plus calmes, et on peut travailler. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, avec le régime d'astreinte, toutes les histoires de temps de récup, etc., vu qu'on est en police nationale, ne sont pas maintenues. Donc, je suis rappelé à 3h du matin, je bosse jusqu'à 6h, à 8h, je dois être au travail. Et on enchaîne sur notre journée de travail. Donc après, c'est sûr que selon le chef de service, et c'est ça qui m'agace un petit peu, c'est qu'on laisse
des fois un peu trop de liberté à la hiérarchie à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est fatigué, il demande pour rentrer. Ouais, mais on est en sous-effectif. Puisque comme les services sont déjà en flux tendu, si tu pars à midi, l'après-midi vous êtes plus que deux et ça risque d'être limite. Oui, moi j'ai cumulé la fatigue de cette nuit. Donc, on regarde du code du travail, c'est pas forcément très légal par ailleurs. Si on regarde les horaires, le temps de Voilà. récupération, Officiellement admis. Ce qui est d'autant plus ubuesque, c'est que au sein du même ministère, on est en train de nous servir des beaux discours sur l'emploi des policiers actifs et le respect de la directive européenne en matière de temps de travail, avec les repos d'interservices obligatoires, les repos hebdomadaires obligatoires, les amplitudes, etc. Et ils travaillent selon des emplois du temps qui bafouent en long, en large et en travers ces directives européennes, jusqu'au jour, on peut se poser la question de savoir si on n'attend pas qu'il y ait un drame qui se passe, parce que le collègue qui va rentrer, qui a fait une astreinte, qui va repris son boulot le matin et qui va rentrer chez lui à la fin de service et qui va se tuer en bagnole, est-ce que c'est ça qu'on attend, quoi? Ça pose un C'est vrai que sur l'histoire du régime d'astreinte, en théorie, c'est pour les crimes et gros délits. La nuit, quand on est rappelé sur un petit cambriolage, qu'on se lève à 2h du matin, qu'on se recouche à 4h, qu'on accumule ça dans la semaine, le jour où il y a un crime, on accumule cette fatigue et on ne sera peut-être pas opérationnel pour juste être réveillé, quoi. Faut être éveillé. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas une astreinte. Quand on nous appelle, on se déplace. Voilà. C'est pas une astreinte téléphonique. Je suis dans mon lit, je suis dérangé, je réponds, je dis on fait ci, on fait ça. Ok, on verra. Je raccroche et puis je m'en rendors. Non, si le téléphone sonne, on part. C'est quasi systématique. Et ce qui se passe aussi, c'est que, je parle surtout pour tous ceux qui sont sur le terrain et donc qui sont victimes un peu de la PTS de masse, où on fait également des signalisations. Donc le week-end aussi, chaque week-end d'astreinte, on est quasi certain, ça arrive, je ne vais pas me mentir, ça arrive que non, mais globalement, on travaille le samedi et le dimanche, ne serait-ce que pour venir signaliser toutes les personnes qui ont été placées en garde à vue, qui sont mises en cause. On prend leurs empreintes, comme ça fait partie de nos attributions, on doit faire cela. Donc on revient pour faire déjà cela, donc on note des heures, on n'est déjà pas avec sa famille, plus derrière, s'il y a eu des cambriolages, on les assure et on est tout le temps disponible, puisqu'il y a toujours aussi une notion d'urgence. Si quelqu'un est découvert décédé dans la rue, sans parler de crime, on ne va pas prendre les extrêmes. C'est une simple personne décédée dans la rue, voire à proximité d'une école ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Mais le contexte va faire qu'on va quand même nous mettre une pression, nous appeler, nous dire viens vite, il faut qu'on verrouille tout ça, que les photos soient faites et rapidement qu'on puisse enlever le corps, toutes ces démarches. Bon, il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses normales, il y a des choses, on est dans un métier humain, donc chaque événement est différent, nécessite des mises au point, et puis il y a les pompiers, le SMUR, il y a voir le tribunal qui peut se déplacer et tout, donc il y a tout le contexte à voir. Et donc nous, quand on se déplace, c'est souvent dans ce genre d'événements, de contexte, pas facile, on doit être opérationnel rapidement, et à côté de cela, on est toujours considéré comme du personnel administratif de soutien. Et c'est là où on commence, la grogne monte au niveau des fonctionnaires. C'est un peu ce qui a conduit les 80% des agents à faire grève en 2016, puisque c'est un statut qui reconnaît cette pénibilité du quotidien avec les macabées, les scènes difficiles, les exploitations d'ordinateurs, scènes de viol, etc. On est au contact des victimes, c'est-à-dire sauf si on est des gens froids, quand on découvre un enfant qui a la famille, même si je suis là avec mon appareil photo, même si je ne suis pas directement en contact, je ne vais pas forcément aller parler avec la victime, j'ai toute la famille qui me regarde en train de prendre des photos, il faut l'assumer, il faut le vivre, et tout ça pour dire qu'on est considéré comme administratif, non prise en compte des primes pour la retraite, pas un cinquième comme les gardiens de la paix, de bonification à un cinquième. Voilà, la bonification à un cinquième, et qu'à côté de ça, on finit par nous donner un gilet pare-balles
une radio, on dit, contexte actuel, voilà, où la police, les militaires, tout ça sont des cibles. Nous, on est exposés. Il suffit de regarder les médias. Il arrive un événement, c'est des agents de la police scientifique qu'on prend en photo dans la rue, et on nous dit non, vous êtes administratif, on veut rien de plus. Et on refuse le GTPI, c'est-à-dire des gestes techniques, voilà, au moins pour se défendre. Même GTPI, pour ceux qui regardent, c'est technique de. C'est self-défense, un peu. Voilà, je sais même plus. Geste technique, le P, je sais plus, en intervention. De protection en intervention, exactement. Et là. La self-défense. Self-défense. Si on demande, oui, c'est de la self-défense, et on a déjà demandé à participer à ce genre de formation, ne serait-ce parce que quand je prends les empreintes, je suis là avec les deux mains. Avec quelqu'un qui a fait un vol à l'étalage, un magasin, comme avec un dangereux terroriste, on est au contact. Et des fois ils se laissent faire, des fois moins. Des fois moins. Des fois, plus des comportements, on a affaire des fois à une population aussi qui peut avoir des déficiences, qui sont très avec eux, et ils peuvent avoir des sautes d'humeur, des choses comme ça. Donc on est un petit peu toujours sur le fil rouge avec eux, on essaie d'être bien pour que ça se passe bien, parce qu'on a un travail à faire, mais en même temps, eux, des fois, ils n'ont pas envie du tout de se laisser faire. Et donc, on nous dit, l'agent qui sera peut-être derrière la porte ou à côté de la porte, à 2 mètres, est là pour nous sécuriser. J'estime que le premier acteur de ma sécurité, ça va être moi, que j'ai un réflexe anodin de baisser le menton, de me dégager dès que je sens un geste. Ça vient par la pratique, par des formations, et on nous la refuse. Donc, c'est là où c'est un peu le motif de cette rencontre, d'expliquer un peu de la situation dans laquelle les agents de la police technique et scientifique évoluent. Si je peux apporter un élément supplémentaire. La PTS est née, les agents de police technique scientifique en fait ont commencé à avoir un statut dans début des années 90, à l'époque où ils travaillaient en laboratoire. D'ailleurs, on appelait ça les aides techniques de laboratoire à l'époque. Le statut est resté le même, il est inchangé depuis cette époque-là. Alors que l'emploi a considérablement changé. Avec la PTS de masse, les collègues qui bossaient beaucoup en labo, en milieu fermé, etc. avant, maintenant ils sont sur le terrain, ils sont appelés, c'est les premiers intervenants quand il y a un événement qui se passe. On voit bien tous les événements qui défraient la chronique dans l'actualité. Les images, comme disait Michel tout à l'heure, les premières images qu'on voit, c'est la PTS sur place qui fait les premières interventions. Donc l'emploi a considérablement changé et les statuts n'ont pas bougé. Pour ceux qui nous regardent, comment concrètement, comment on fait pour rentrer dans la police technique et scientifique? Donc là, demain, je veux rentrer dans la police technique et scientifique. Par le biais d'un concours. Donc on a les concours internes et externes. Que ce soit pour la catégorie C jusqu'à la catégorie A. Donc pour la catégorie C, là on a donc des agents. Alors, par rapport à ce que disaient Georges et puis Michel, je voulais juste pour synthétiser un petit peu. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnels de la police scientifique, ce ne sont pas des corps de soutien, ce sont bien des corps opérationnels. D'accord. Tout à l'heure, on passe le concours, on est formé, on a une formation, il y a un truc en interne? Oui, en interne. On a 4 mois de formation. 2 mois de formation initiale et 2 mois de formation où on apprend notre métier. D'accord, et là-dedans, il n'y a pas de technique d'intervention, de protection d'intervention, pas de self-défense, il n'y a même pas de stage sur le terrain, j'imagine? Non, il n'y a même pas alors, il y a des petites formations maintenant de droit, etc. Mais c'est vrai que il faut distinguer, il y a en police scientifique, il y a toute la chaîne qui va du terrain jusqu'au labo. Donc aussi beaucoup de métiers différents. Sauf que moi je vais parler de mon cas qui suis sur le terrain, en commissariat, on ne nous apprend pas la procédure judiciaire, c'est très succinct. Donc on la découvre sur le terrain. On nous forme, on avait la formation gestionnaire de scène d'infraction au GSI. Pourtant, il y a un enjeu quand même, parce que si la preuve c'est pas fait correctement, etc., la procédure elle est cassée et il y a pas de suite derrière. C'est bien ça le problème. Ça peut être un des problèmes. C'est un des problèmes qui s'est posé, à laquelle l'administration
a résolu en partie en nous donnant une pseudo-qualification judiciaire récemment pour qu'on puisse appréhender des objets et les placer entre guillemets sous scellé. Vous avez la qualification d'APJ? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un truc. C'est quelque chose qui a été C'est-à-dire rajouté. ce qui a été dénoncé, c'est que parce qu'il y avait un problème statutaire et dans les négociations qu'on a eues sur le statut, on y reviendra peut-être après, mais ce qui a été mis sur la table, c'est le fait que si on n'obtenait pas un statut, le problème c'est que la plupart des actes de BTS étaient illégaux parce que les collègues prenaient. Je suis tout seul sur place, je prends une trace papillaire ou un objet, je le ramène au commissariat. Il n'y a pas d'OPJ. Comme on n'est pas reconnu en tant de qualification judiciaire en tant que tel par rapport au tribunal, le fait de déplacer l'objet et de le ramener, même une trace papillaire que j'aurais relevée, c'est caduque. Il n'y a pas de... Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. C'est-à-dire, à un moment donné, sinon on pourrait inventer des preuves. Et comme on n'est pas, comme nous, on ne prête pas serment, on n'a pas de qualification au niveau du tribunal et tout, ça devient. Donc, vous êtes recruté comme à peu près tout le monde. Oui. 4 mois de formation. Pas Pas de technique d'intervention. À peine du droit pénal, le basique de chez basique. Vous avez un statut qui est administratif mais pas vraiment un peu technique et finalement vous n'avez aucune garantie en face, rien de tout ça et vous allez sur le terrain. C'est ça votre statut? C'est notre statut aujourd'hui. Avec une retraite jusqu'à 67 ans, donc on imagine des collègues qui vont aller faire des interventions sur le terrain jusqu'à 67 ans parce que pas de statut actif. Avec des risques, avec une pénibilité, au sang, aux maladies. Exactement. Et puis toute la population que la police rencontre au quotidien. Un sujet psychologique qui n'est pas forcément le même que celui d'autres policiers. Donc vraiment, moi, mon impression depuis des années, c'est qu'on cherche à faire de l'économie. C'est-à-dire qu'on fait de l'économie sur le dos de la BTS. C'est-à-dire qu'on emploie des gens qui sont moins payés, moins considérés que les personnels actifs de police pour faire des actes qui étaient faits avant autrement ou qui n'étaient pas faits du tout. Mais on n'a pas mis en corrélation les fins et les moyens. Tu voulais ajouter quelque chose, David, sur le... Oui, non, après ce que je voulais dire aussi, c'est resituer un petit peu aussi les effectifs de la police scientifique. C'est vrai qu'on est 2200 agents donc qui se répartissent à la fois en terrain et en laboratoire. On a à peu près, donc ça constitue un peu moins de 2% de l'effectif total de la police nationale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à l'origine d'une affaire élucidée sur 3. Donc tout à l'heure, on en parlait, donc pour assurer la continuité de l'émission, on a des services PTS qui ont une obligation de résultats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours avec, encore une fois, des effectifs réduits. Et sur les 2200, tu as le détail de combien de policiers, d'anciens CEA? Alors, ce qu'il faut, c'est 2200 agents. C'est 2200 agents, voilà, du statut de police technique et scientifique. Voilà. En après, province, il y en a quelques-uns en plus qui sont des anciens policiers qui ont une qualification scientifique. Ce sont des policiers. Des anciens, pardon, mais ils n'ont pas de qualification. Je me comprends. On appelle des polyvalents. Voilà, c'est ce qu'on appelle des polyvalents, ou en tout cas, il y en a certains, mais c'est la substitution est là pour ça, et ça a tendance à se résorber. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès depuis pas mal d'années maintenant, depuis 10 ans à peu près, à la formation gestionnaire de scène d'infraction, donc qui permet de gérer une scène de crime. Ils n'ont plus accès à cette formation-là. Et qui sont plus dans le coup. C'est parce qu'il y a eu une scission entre l'enquête judiciaire, donc les CEA, et la police scientifique, qui peut s'expliquer par une volonté à l'époque de garantir des missions. C'est-à-dire que, on est sur de l'être humain, un enquêteur peut avoir tendance à, s'il pense que c'est tel qui a fait le coup, il va peut-être occulter de manière inconsciente certains éléments de preuve. Si on part sur une démarche scientifique, chose que l'on revendique, avec une compétence scientifique, une technicité, peu importe, j'arrive, je vois ça qui peut être pertinent, ça qui peut être pertinent, ça, je vais tout prélever, à charge après de l'enquêteur de déterminer par rapport à son enquête, les moyens qu'il a à disposition,
quel élément il va exploiter. Mais techniquement, nous, on va faire un album qui va tout prendre. Et lui pourrait se concentrer sur l'enquête, audition de l'entourage, réquisition téléphonique, etc. Sauf que comme on n'a pas cette compétence non plus, on n'est pas OPJ ni APJ, on nous forme pourtant à système d'infraction à décrire, à 10 ans quand j'ai suivi la formation, parce qu'elle n'a pas arrêté d'évoluer aussi, à décrire les lieux, etc., dire l'odeur, tout l'environnement, de faire une rédaction. Sauf que pour la cour d'assises et tout ça, c'est souvent le PV de constatation de l'officier qui fait foi. Et je fais une petite digression, j'imagine que du coup, vu le rythme effréné, les astreintes, etc., tu parlais, ça faisait longtemps que tu avais fait la formation, elle a sans doute changé depuis. Ça doit être compliqué, la formation continue au sein de la police technique et scientifique. Très compliqué. Hein, parce que pour que le chef vous laisse partir, Oui. C'est C'est le problème que j'ai là. De toute façon, il y a deux pans dans la police nationale aujourd'hui. Il y a le pan actif avec donc, les gradés, les gardiens, les officiers, les commissaires, où il y a un effort de formation initiale et continue qui est énorme. Et puis il y a le pan administratif, technique, scientifique, ce que l'on appelle le VRAC, on est considéré comme tel, où il y a un déficit de formation. D'ailleurs, ça avait été soulevé à l'époque par un ancien directeur de la formation qui s'appelait Émile Pérez dans une commission de suivi sur le protocole des corps et carrières de 2004, qui avait dit voilà, autant la police nationale est en avance sur les autres ministères en matière de formation, autant pour les personnels administratifs et scientifiques, il y a un retard énorme. Mais c'est vrai que lorsque je postule à une formation, c'est toujours en regardant le planning, quand est-ce que je suis d'astreinte, est-ce que ça peut correspondre, parce que on n'est que 3, donc il faut que je m'arrange avec mes collègues. C'est des problèmes concrets. Et puis après, quand est-ce que je pose des congés pour récupérer de tout cela, et puis quand est-ce que je vois ma famille, voilà. Donc oui, c'est compliqué. Le problème de formation, il y a un problème de formation qui n'est pas valorisante, pas qualifiante en fait, parce que les collègues actifs de police, ils ont une formation en école de police qui leur donne, enfin qu'il est sur diplôme entre guillemets, puisque aujourd'hui il n'y a plus de catégorie C par exemple chez les actifs de police, ils sont le CEA catégorie B, les officiers catégorie A et les commissaires catégorie A+, parce que la formation leur donne un petit plus au niveau qualification diplômante entre guillemets, alors que ça n'existe pas pour le reste des personnels de la police. Donc c'est vrai qu'on a eu au mois de juillet les déclarations de ministre de l'Intérieur concernant la mutualisation avec la police. Oui, c'était lors de l'audition. Oui, lors de l'audition, effectivement. Il a expliqué qu'il voulait tout rassembler, voilà. Police, alors, gendarmerie. Ce qui pose problème dedans, c'est que alors là actuellement, tout à l'heure on parlait des fonctionnaires actifs qui actuellement font de la police scientifique comme nous, qui ont un statut. Ils sont combien tu as les chiffres? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas les chiffres concrètement. Je sais qu'en province, on a de moins en moins de personnel du corps d'encadrement et d'application, des fonctionnaires actifs. On en a beaucoup plus sur Paris. La substitution, elle ne s'est pas faite sur Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a déjà, clairement, il y a une discrimination. On parlait de sécurité. Quand j'avais mon collègue qui était policier armé, il partait en astreinte avec son arme. Nous, on partait en astreinte sans notre arme. Donc, il y a une discrimination déjà au niveau de sécurité. Il y a une discrimination au niveau de notre statut. Là, on nous parle de mutualisation de police-gendarmerie. Ce que j'ai expliqué dans le courrier que j'avais destiné à M. Collomb, c'est qu'on va mutualiser, encore une fois, deux types de fonctionnaires. On aura des fonctionnaires du côté de la gendarmerie qui ont un statut, qui ont une qualification judiciaire et qui ont des moyens de protection. Avec la police scientifique des fonctionnaires de la police scientifique qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de qualification judiciaire
et qui n'ont pas le moyen de défense. Peut-être expliquer concrètement comment ça se passe en gendarmerie pour être. Ce sont des gendarmes. Pour être Ce sont des gendarmes. scientifique en Effectivement, gendarmerie. ce sont des gendarmes. Ce sont des gendarmes. Et ils passent des habilitations. Et on peut considérer. Et Donc c'est c'est d'abord un logique. gendarme Voilà. avec l'arme, Voilà. etc. Comme un Exactement. policier, entre Comme un guillemets, policier, comme entre des guillemets. militaires pour la gendarmerie. Et en plus, il va devenir scientifique, il va s'orienter vers une filière scientifique. Technicien en identification criminelle, comme ça l'éthique. On appelle l'éthique. Donc voilà la différence de mentalité, je dirais, c'est qu'on considère donc en police nous comme je veux dire vulgairement, de l'urbain. Prends-moi cette photo-là, prélève-moi cet objet-là, et puis c'est tout. Fais-moi l'album du secrétariat. Tandis qu'en gendarmerie, c'est quelqu'un qui a suivi une formation complémentaire, tout, donc il devient gendarme d'élite, entre guillemets, comme GIPN, GIGN. Comme à la télé, Voilà. des experts. Quoi. Voilà. Et là, tout d'un coup, c'est quelqu'un qui aura peut-être fait ses preuves en termes d'investigation, mais scientifique. Ouais. Et on va l'aspirer, on va le mettre dans ce domaine-là, puisqu'il devrait être bon, puisque c'est quelque chose qui va le passionner, etc. Chez nous, c'est vrai que le recrutement n'est pas le même. Hein. On recrute sur concours. Et de là, comme je dis, on n'a aucune compétence judiciaire, enfin, on n'y connaît rien en milieu de police. On nous forme, on est mis sur le terrain. Après, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, si on a de la chance, on part en formation. D'abord pour apprendre l'administration, on revient au service et après on repart en formation. Ah, c'est pas d'abord je suis recruté, d'abord je vais à l'école et après. Non. Ah non, je croyais encore naïvement que. D'abord, tu vas. Donc j'arrête d'être naïf. Non. D'abord, tu vas voir les cadavres. D'accord. Tu vois si tu supportes Il y bien. a le stage en fait. On commence par le stage. On commence par le Tu stage. n'as pas répondu Voilà. à mes questions tout à l'heure. En fait, on commence par le On stage. commence par le C'est stage. une immersion, c'est rendez-vous en C'est terrain bien, connu ouais. dès le départ. On rigole, mais il y a peut-être des gens qui abandonnent, non Alors, il y a beaucoup on de a, gens. on a des gens qui sont effectivement, qui se rendent compte qu'ils sont au niveau les scènes, le criminel, c'est Ouais, qui compliqué supportent pour eux, pas les psychologiquement, scènes, ils sont pas. On a énormément de collègues qui sont intervenus sur des scènes. On n'a pas le même encadrement au niveau de l'encadrement psychologique. J'ai énormément de cas où on a des collègues. Voilà, je parlais d'une collègue qui est allée. C'était à Montélimar en 2014, qui va sur. En fait, c'était un forcené qui avait tiré une 60aine de balles. Elle se retrouve donc appelée par la hiérarchie pour constater la scène. Une fois sur place, ce qu'il faut savoir, c'est que cette collègue en plus n'avait pas de gilet pare-balles. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'on a eu des gilets, l'administration nous a donné un gilet pare-balles en 2010, donc l'administration reconnaît bien qu'il y a un danger pour nous. Elle arrive donc en 2014 sur cette à Montélimar et les collègues qui l'accueillent nous disent ben voilà, il y a des constatations à faire au 10e étage, sauf que le forcené n'était pas encore maîtrisé. Le GIPN donc n'avait pas encore maîtrisé le forcené. On l'a fait déplacer, alors sous l'effet, je dirais, voilà, la hiérarchie elle donne un ordre. Elle s'est déplacée derrière un bouclier. Elle a vu, voilà, en pleine ligne de mire, en fait l'auteur aurait pu lui tirer une balle. Elle s'est déplacée là-haut. Une fois là-haut, ils ont maîtrisé, le GIGN a maîtrisé le forcené. Elle est rentrée. Donc je répète, ce que je rappelle, c'est que le GIPN, ils sont cagoulés. La collègue est à visage nu. Il faut savoir aussi que la collègue, quand elle est intervenue, l'auteur l'avait déjà signalisé. C'est-à-dire qu'elle avait déjà pris les photos, les empreintes précédemment parce qu'il avait été mis en cause dans d'autres délits. Ouais. Donc psychologiquement, moi, la collègue, elle est restée très marquée par ça. Parce que, bon voilà, on l'a mis sur un... Normalement, en fait, quand on va sur une scène d'infraction, on devrait, voilà, tout doit être fini. Ouais, pourquoi il l'envoie là alors que c'est encore en cours Effectivement, parce qu'il y a une pression. Voilà, quand je parle de l'environnement, On c'est pourrait ça. revenir sur ce qui est sur. Parce qu'il n'y a pas de façon- plus-value là dans le. Enfin, je veux dire, Non, elle n'a aucune, pas mais- apporté de plus-value dans le fait de choper le forcené Ils ont- en Je question. peux te faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé, par exemple, à Saint-Denis, quand il y a eu l'appartement Ouais. où il était. Bon, J'ai relu l'article de Mediapart sur le sujet. Exactement, et les collègues sont intervenus dans des circonstances, mais
et tout menaçait de s'effondrer. On ne savait pas s'il y avait encore du monde à l'intérieur, on ne savait pas si c'était piégé. Et ça tire on a eu de la encore. chance. On a eu de la Ça chance. tire encore. On a des collègues qui se sont planqués derrière le mobilier urbain. En fait, ceux qui interviennent sur ce genre de scène importante, c'est l'unité nationale d'intervention. Donc l'unité nationale d'intervention est composée de policiers scientifiques. Et ces gens-là, en fait, sur les grosses affaires, interviennent. Hein. Ils sont intervenus pour le Bataclan. Mais c'est toujours pas des policiers. Mais c'est toujours pas des policiers. Non, ils sont intervenus pour l'affaire Troadec. Ils sont intervenus, alors quand il y a des attentats terroristes à l'extérieur du pays, je parle de l'exemple de la Côte d'Ivoire qui est très, très criant. On a un attentat sur la plage en Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Il y a des Français qui ont été tués. Donc la France envoie l'unité nationale d'intervention. On avait des gens de l'antiterrorisme. Donc des policiers armés, hein, et à côté on avait 3 scientifiques. Donc les gens de l'antiterrorisme interrogeaient les témoins oculaires, etc. Pendant ce temps-là, nos 3 collègues scientifiques, ils sont restés sur une plage de 2 km, donc avec le contexte du terrorisme en Côte d'Ivoire, sur un milieu qui est peu sécurisé par rapport à l'attentat de Nice où effectivement, la police avait mis les moyens pour sécuriser ça. Et voilà, encore une fois, c'est des gens, comme je dis, là je pense qu'on a bien compris qu'on n'a pas un métier anodin. On n'a pas un métier anodin, on est confronté à la mort. Et encore une fois, c'est pour ça que... Pour appuyer cela, justement, le fait qu'on nous appelle et qu'on nous demande d'être présent le plus rapidement possible, c'est qu'on est un rouage essentiel à l'action judiciaire pour laquelle on n'est pas reconnu finalement par notre statut. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on devienne cohérent dans ce qu'on veut faire de la police scientifique en France. C'est bien d'utiliser le mot police scientifique. Il y a encore un prospectus que j'ai décelé. Je suis gentil, je fais beaucoup de choses pour la police quand même, parce que j'aime le métier et l'institution. Donc j'étais à la Foire internationale, présenter la police nationale, et un prospectus, je l'ai même en photo là, c'est marqué la police de demain, c'est vous. Donc, on vend la police scientifique comme du rêve, mais la réalité est tout autre. Donc, soit on devient cohérent avec ces histoires de gendarmes, etc., et on crée un statut, on s'aligne, mais où j'accepterai qu'on me dise maintenant vous êtes un administratif et vous restez en commissariat, vous ne bougez pas. Mais pourquoi m'exposer au quotidien, m'envoyer au fond, me dire qu'il y a urgence? Vous avez dit revendiquer des choses après votre mouvement en 2016. Qu'est-ce que vous demandez, vous? On demande un statut dérogatoire. Plusieurs cas de figure un statut de la discussion, entre guillemets. C'est pas seulement qu'on demande un statut spécial, un statut dérogatoire, c'est qu'on l'avait obtenu. C'est ça qui est important à dire, c'est qu'on l'avait obtenu. L'administration, la direction des ressources et des compétences de la police nationale a travaillé un projet de statut sur les instructions de Bernard Cazeneuve à l'époque, qui avait demandé à ce qu'en 3 mois on ait un truc sur la table, d'ailleurs auprès du Premier ministre de Bercy et de la fonction publique. Le Premier ministre c'était Manuel Valls. Voilà. Donc, important à noter, qui est maintenant député. Exactement. Et donc ce projet, on ne s'est pas donné les moyens, et il n'a pas été défendu par le ministre lui-même auprès du Premier ministre, mais par des conseillers auprès des conseillers de Matignon. Et ce qui fait que sur pression, et là je le dis ouvertement, mais sur pression des lobbies de syndicats d'actifs, notamment d'officiers, qui voyaient d'un mauvais œil que la PTS puisse obtenir un statut, on a revu la copie. C'est-à-dire que qui dirige le ministère de l'Intérieur aujourd'hui? C'est la question que je peux me poser. Mais le statut, il était prêt. Je crois qu'en numéro 1, c'est l'inertie qui dirige le ministère de l'Intérieur, et en numéro 2, on peut tomber d'accord. Ça dépend pourquoi, parce que des fois on voit certaines revendications ubuesques de collègues actifs qui sont menées à leur terme,
Et on peut se poser des questions. Il me semble qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Merci, je suis d'accord avec toi, mais il y a 2 poids, 2 mesures entre les différentes catégories de personnel. Et il faut quand même savoir qu'il y a eu des mois de travail de l'administration sur ce projet statutaire, que le statut était ficelé, il était sur la table. Il ne coûtait pas excessivement cher par rapport aux mesures qui ont été données dans le protocole l'année dernière, qui a complètement exclu les personnels administratifs, techniques, scientifiques. Mais je rappelle, 850 millions d'euros plus un protocole additionnel. On dépassait le milliard d'euros de mesures pour les policiers actifs essentiellement. Le projet statutaire pour la PTS, c'était 20 millions d'euros, pension comprise, enfin effet pension compris. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Ah non, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et compte tenu de ce qu'a dit Xavier tout à l'heure. Énormément de problèmes juridiques, de statut, de protection de l'individu, tout ça. Et en plus, on posait sur la table une solution pour absorber complètement ce coût supplémentaire, c'est que tous les polyvalents qui restent là, on les remplaçait par du personnel de police scientifique, qui même avec le nouveau statut coûtait moins cher qu'un actif polyvalent. Et là, tous les problèmes étaient résolus et le coût de cette réforme, sur plusieurs années, était absorbé totalement par le jeu de la substitution, avec une vraie filière scientifique développée, avec les compétences, avec les moyens. Et vraiment, on ne comprend pas aujourd'hui. Donc le truc est fait, il existe, il est prêt. Il est prêt. On va dire que c'est à cause des élections, changement de gouvernement, il faut le temps qu'ils arrivent, ceux qui viennent d'arriver. Oui. Mais dans le même temps, et en même temps, c'est la formule consacrée en ce moment, il y a eu une réforme sur la police technique et scientifique pour regrouper là au sein du ministère, créer une direction. Un service central. Un service central. Nous, on voulait une direction, ils ont créé un service central. Alors, je peux préciser un truc, c'est qu'à l'époque où on a rencontré l'administration là-dessus, on demandait une direction, parce qu'une direction, pour la suite, pour les possibilités, les opportunités à venir, ça ouvre plus d'avenir. Mais on nous a dit à l'époque, on ne peut pas créer une direction parce qu'aujourd'hui, il y a une règle de la fonction publique, quand on crée une direction quelque part, il faut en supprimer une ailleurs. Bon, c'est démentiel. Et donc on a dit, on a créé un... comme ça qui sort. Voilà, même si c'est l'intérêt de la police nationale, c'est l'efficacité qui est en jeu, mais bon, on dit non, on ne peut pas créer, donc on crée un service central, un truc, voilà. Et le truc UBS, c'est que quelques mois après, on nous passe en comité technique centrale de réseau la création d'une direction de la formation. La direction de la formation a été supprimée quelques années en arrière. C'est-à-dire qu'en 2010, quand on a supprimé la direction de la formation, on s'est opposé en disant... Genre, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des notes qui ont été supprimées quelque part sur notre planète. Mais on n'a pas eu la réponse. J'ai posé la question, mais on n'a pas eu la réponse. En plus, cette direction de formation s'est créée sans l'aval de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, qui se voyait amputé d'une partie. Donc, et ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc, quand il y a une volonté politique, on le fait. Donc là, visiblement, moi, j'en arrive à la conclusion suivante, c'est que sur le dossier de la PTS, on manque de volonté politique. Mais ce qui est clair, c'est que l'histoire du service central, il le fallait en police. Pourquoi? Parce que la police scientifique en police était attitrée à plusieurs directions. Donc il y avait des conflits. La police scientifique PJ, la police, le labo, la sécurité publique, il fallait une gouvernance. Côté gendarmerie, on n'avait qu'une seule direction. Et effectivement, il fallait une seule gouvernance. Donc là, je veux dire, oui, clairement, on ne peut pas aller contre cette gouvernance unique. Après, effectivement, encore une fois, je pense aussi que c'est une dernière marche avant cette mutualisation. On nous a parlé de la mutualisation depuis beaucoup d'années. Je pense qu'on est en marche, mais encore une fois, ce que nous, on revendique, c'est un statut dérogatoire qui nous permette à la fois d'allier notre pénibilité au niveau du travail, au niveau de notre sécurité. Qui nous protège, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Un statut qui à la fois protège les agents, mais en même temps
améliore l'efficacité de la police nationale. Exactement. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas... On nous a bassiné pendant des années sur le terme parité-cueil entre police et gendarmerie pour les actifs, c'est-à-dire que, alors qu'ils ne sont pas fusionnés, on ne parle pas de fusion, hein, on a toujours les gendarmes, police militaire d'un côté et les policiers de l'autre, mais quand on prend une mesure d'un côté, on l'a vu l'année dernière avec les points d'ISS augmentés pour la police, on calcule tout de suite le coût de la mesure pour l'ensemble des forces, y compris pour les gendarmes, ils n'ont pas forcément demandé au même moment, ils n'ont pas de syndicat, mais parce qu'il y a cette parité. Voilà. Et par contre, pour les autres catégories personnelles, on n'en parle pas. C'est-à-dire que la police scientifique, entre guillemets, enfin, le pan police scientifique de la gendarmerie se développe depuis des années, avec des moyens, avec les personnels qui deviennent, comme a dit Michater, l'élite un peu de la gendarmerie. Et de l'autre côté, la PTS, à qui on demande de plus en plus de choses. Alors c'est vrai que dans les médias, c'est la PTS, voilà, la PTS, la police scientifique intervient, la police scientifique a eu des résultats. Mais les personnels sont maltraités. Et pour l'instant, la police nationale. On veut tous partir. Pour l'instant, très peu n'envisagent pas, à un moment donné dans sa carrière, de partir. Voilà. Par rapport à la pénibilité, la reconnaissance, la possibilité d'évolution de carrière, où on est beaucoup plus limité, vu qu'on n'est que 2200 agents aussi, ça limite la mobilité, les perspectives de formation, tout ça, il y a un certain phénomène. Et comme on ne nous laisse pas le pouvoir aussi de... Voilà, je vais sur je mène pas de partie d'enquête, sauf que j'ai quand même 11 ans d'expérience, ça commence à parler, j'espère en tout cas, puisque j'essaie de faire mon boulot consciencieusement, et qu'on voit que du coup, avec notre œil PTS, on devient complémentaire à l'enquête judiciaire, où je vais voir l'officier de police judiciaire et je vais lui dire, écoute, tu vas peut-être prendre ça, on va faire ci, tout, par expérience, parce que lui, il a peut-être fait que 2 Maccabées dans l'année, quand j'en ai fait 30. Donc je suis allé 14 fois en autopsie, je parle pour cette année. Hein. Donc je sais ce que les médecins vont chercher, je sais ce qu'on peut trouver. Il y a une certaine forme d'expérience. Mais bon, cette motivation-là, je la garde, mais parfois c'est difficile. C'est-à-dire que on a vu qu'on se dit c'est presque de l'initiative personnelle à chaque fois, et qu'on ne le reconnaît pas dans le système judiciaire, pour les tribunaux, tout ça. Enfin, on aurait envie de se dire, j'appuie sur le déclencheur de l'appareil photo, et puis basta. Ce qui fait qu'on va être amené à dire que des agents sont mauvais, alors qu'on ne les laisse pas s'exprimer, tout simplement. Et je trouve ça dommage pour la police scientifique. On devrait développer cette police. Le gros risque, c'est la démotivation. Alors là, on parlait. Alors, vous avez parlé de fuite. Effectivement, on a des collègues là actuellement. Je peux citer énormément d'exemples de collègues qui partent à la douane, qui partent chez les infirmières, l'école d'infirmières. Alors, on va me dire chez les infirmières, c'est pas forcément. En ce moment, ils ont aussi leurs problèmes. Ça montre bien qu'il y a un malaise. Mais quand je parle des infirmières ou je parle de la douane, pourquoi les collègues partent vers ces autres ministères? Tout simplement parce que eux ont la catégorie active. Un douanier a la catégorie active. Dans le milieu hospitalier, on a 50% des personnels qui ont la catégorie active. Pourquoi ils ont la catégorie active? De une, parce qu'ils ont des horaires de nuit. De deux, parce qu'ils ont des horaires tournants. Parce qu'ils manipulent des produits chimiques. Et parce qu'ils sont en contact avec les malades. Donc quand on prend les 4 points, nous, dans la police scientifique, on a ces 4 points. Les horaires de nuit, les horaires tournants. Si on prend à chaque point individuellement, on va nous dire vous n'êtes pas confronté tous les jours à cela, ce qui n'est pas faux. Mais si on regroupe tout l'ensemble des points et qu'on regarde sur la semaine, tous les jours on est confronté à au moins un de ces points-là, un des points qui font partie de la spécificité de la fonction active en police, pas en police justement, en fonction publique. Donc, oui, mais donc, bien sûr, ils ont tendance eux, à prendre chaque point et puis ils disent non, vous n'êtes pas confronté 10% de votre temps que à ça, 5% de votre temps, mais quand on fait le total, tous les jours on est confronté à au moins un des risques. Sur cet argument-là, si je peux me permettre un petit plaisir, c'est qu'à côté de ça, dans la police nationale, on a des gradés
gradés de la police qui sont dans des secrétariats, dans des directions départementales de sécurité publique, par exemple, des primes de terrain. et qui conservent tous les avantages liés à leur statut. Parce que tu parlais de la douane tout à l'heure, la douane, c'est pas le cas. Quand on quitte le terrain dans la douane, on perd ses primes de suggestion, etc. Là, c'est le cas. Et on prend une DDSP, par exemple, comme la Seine-Saint-Denis, où il y a un manque cruel de personnel administratif, technique, scientifique. On a plein de policiers actifs qui sont dans les bureaux et qui continuent à percevoir tous les avantages, y compris ceux liés à la fidélisation en zone difficile pour la Seine-Saint-Denis, avec des avancements plus rapides, etc. Donc il y a vraiment, quand je dis deux poids, deux mesures, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Et ce que je voulais dire aussi sur la démotivation, c'est que voilà, ce qui a la paix, c'est la démotivation. Et pour l'instant, le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la police nationale ont une chance, c'est qu'on a des personnels qui ont encore une conscience professionnelle, quand je vous dis ça tient à bout de bras, c'est ça que j'avais en tête, c'est les bras, c'est les gens. On a l'exemple, par exemple, de l'attentat de Nice. Oui, alors l'attentat de Nice l'année dernière, où des collègues qui étaient en congé sur place pendant les vacances en juillet se sont présentés spontanément pour filer un coup de main parce qu'il y avait besoin. D'ailleurs, ça nous a été dit dans les auditions qu'on a fait sur le projet de loi de lutte anti-terroriste. L'administration s'en enorgueillit et c'est normal en tant que tel, mais derrière, effectivement, reconnaissance. Pour le Bataclan, par exemple, on a énormément de collègues qui ont rappelé le service et demandé, voilà, est-ce qu'ils ont même été un petit peu submergés à la PJ. Il y a énormément de collègues qui ont appelé pour pouvoir donner. Donc on a vraiment ce côté personnel. Évidemment. Pour revenir, ce qui me met en colère là-dedans, c'est que, encore une fois, on est au sein de la population, on est police nationale. Quand on se déplace, on est police nationale. Il y a que l'administration en fait qui fait la distinction. On a demandé à ce que nos cartes, alors on a eu nos cartes avant, on avait le logo police nationale. On a perdu ce logo. Donc là on est en attente pour nous le réattribuer, mais c'est quand même énorme d'aller sur une scène d'infraction au nom de la police nationale sans avoir ce logo police nationale. On se déplace chez les victimes, on parle de gens qui utilisent des fausses cartes, etc. On n'a même pas le logo police nationale. Donc il y a un manque de considération. Il y a un risque d'externalisation d'une partie des missions de la police technique et scientifique. Je ne serais pas surpris. Le risque là, on a aussi des déclarations sur les labos police nationale. On a eu M. Colomb qui se demandait s'il fallait mieux pas un seul labo police nationale et gendarmerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, à l'heure actuelle, il y a, pour la police nationale, on a 5 labos en France. Mais tous les labos, en fait, sur certaines régions, en fait, on n'utilise pas ces labos. C'est-à-dire qu'on prend effectivement sur les labos privés. Mais quand on prend au niveau des labos privés, ça coûte plus cher à l'administration, parce que c'est payant. Voilà. Et encore une fois, je pense que cette histoire de faire qu'un seul labo, c'est même dangereux. On l'a vu, que ce soit pour Charlie Hebdo, où il y avait à peu près 2200 scellés prélèvements, ce qui est énorme, c'est gigantesque. Les Bataclan, il paraît 3000 prélèvements scellés. Le labo de Paris a absorbé. Il a absorbé. Il ne faut pas oublier que derrière aussi, c'est tous ces prélèvements, on fait parler. Tous ces prélèvements peuvent permettre de remonter les filières terroristes. Donc voilà. Donc après, oui, effectivement, il y a toujours cette crainte d'externalisation. Je pense que c'est pas le bon plan d'externaliser. Il n'y est pas encore, mais le fait que je manque le statut. Oui, qu'on ne veuille pas aller en avant. On se pose beaucoup de questions. Moi, j'ai vu. J'étais un peu déçu parce que le ministre, M. Colomb, avait annoncé pendant l'été que finalement, il n'y aurait pas 2000 recrutements en 2018, qu'en avance de phase, il procéderait à 3000 recrutements. C'était voilà, parce qu'on ne peut plus attendre, la sécurité c'est un enjeu, etc. Ils avaient fait une belle intervention en disant qu'il y avait une augmentation du budget de 7%. Voilà. Et je regarde dans le projet de loi de finances, et ce qui est annoncé sur les missions sécurité, police, gendarmerie, sécurité civile, c'est la création de 1800
C'est ça, 1870 TPT. Donc, normalement, ça devait être 2000. Ils annoncent qu'ils feront 3000. Et finalement, c'est 1850. Ouais. Non, mais... Avec en plus une particularité, c'est qu'on n'a pas eu le détail. C'est une grande C'était ça ma question, c'était alors dans le combien pour la police technique et voilà, scientifique au budget, quand on a la présentation du budget, on l'a eu par Gérard Collomb jeudi dernier. Oui. Effectivement, c'est ce chiffre de 1800 qui nous a été annoncé, 1800, 1400 ensuite, et voilà. Donc avec un total sur la mandature qui fera tant. Enfin, bref, on n'en est pas encore là, surtout qu'on ne sait même pas les recrutements, on ne sait pas si c'est du plus, parce qu'il y a les départs en retraite, des fois on n'anticipe pas. Enfin, la gestion prévisionnelle des effectifs, c'est aussi quelque chose au ministère de l'Intérieur. Mais on n'a pas la ventilation, c'est-à-dire que d'habitude, dans la présentation du budget, on nous dit voilà, ça fera tant d'administratifs, tant de techniques, tant d'actifs, et on a bien l'impression, nous, que on va encore faire du tout actif. Et si on fait du tout actif, ça veut dire qu'une partie de ces actifs, par manque de personnel administratif, technique, scientifique, une partie va finir sur les fonctions administratives dans les bureaux, une partie va finir sur les fonctions scientifiques. Enfin, c'est un gros problème. Une partie va finir à la gérance des CRS. Alors, c'est pas les nouveaux qui vont arriver, qui vont se retrouver sur ces postes-là. C'est tous les anciens qui en ont un peu ras-le-bol, parce qu'il y a un ras-le-bol dans la police aussi, par manque de moyens, etc., qui sont sur le terrain et qui en ont ras-le-bol, qui vont chercher une petite place au chaud, et tous les nouveaux vont arriver. Et après, on a des situations ubuesques du type Seine-Saint-Denis, comme je disais tout à l'heure. Les nouveaux qui arrivent, ils sont affectés en Seine-Saint-Denis et ils tournent à 2 stagiaires avec un ADS, avec les risques que pour rebondir sur ce qu'il dit Georges, il parlait de gérance de foyer. C'est-à-dire qu'on a des collègues policiers qui gèrent des foyers, qui servent à boire. Foyer, on explique, hein, c'est la buvette concrètement. En CRS. Donc ça veut dire que eux, contrairement, j'allais y faire un tour. Donc eux ont une prime de risque, ils ont un départ avancé à la retraite. Et quand on regarde mes collègues qui sont sur le terrain, qui font des astreintes, qui sont dans un milieu où la sécurité est dangereuse, qui ont une pénibilité, enfin qui signalisent des terroristes à visage nu, et ben là il y a vraiment clairement il y a un problème là-dessus. Comme dit Georges, bon, et c'est ça que vous comptiez aller raconter aux conseillers ministériels. Oui, voilà. Même quand on parle des effectifs, ça fait plusieurs années que les chiffres restent les mêmes en police scientifique alors qu'il y a des recrutements. Alors qu'on nous parle toujours de 2200 agents, grosso modo, en police scientifique. Alors je dis, il y a quand même un malaise pour que, en recrutant chaque année des ASPTS, des agents spécialisés, des techniciens et des ingénieurs, il n'y ait pas une croissance, même infime. On devrait, parce qu'on n'est pas tous proches de la retraite, comme c'est une filière assez jeune, on devrait être vers du plus à chaque fois, et non, ça se tape. Je mets juste un bémol avec ce que dit Michel. On a eu des recrutements, c'est une filière jeune, on a recruté aussi, il y a eu beaucoup de collègues administratifs, j'étais administratif en police nationale, j'ai passé le concours de police scientifique. Donc on a quand même beaucoup de collègues qui étaient administratifs, qui ont passé ce concours, et à l'heure actuelle, on a une tranche d'âge où les gens vont partir en retraite. Donc, cumulé aux gens qui fuient la police scientifique, douane, école d'infirmière, éducation nationale, finalement, les recrutements, quand on recrute une centaine d'ASPTS par an, je parle de la catégorie C, c'est trop peu. C'est trop peu. Encore une fois, l'administration a une chance avec nous, c'est qu'on a un régime d'astreinte. Si on était en horaire cyclique, il faudrait qu'il recrute 3 fois plus de fonctionnaires. Matin, après-midi, nuit, il faudrait 3 fois. Donc, voilà. Clairement, les recrutements, c'est trop faible. C'est trop faible là. On a des services. Je parlais de Calais, la situation de Calais. On a des collègues à Calais. Ça fait, en cumulé, ça va faire presque 2 ans qu'ils sont à 2 à tourner en astreinte. Avec la situation de Calais qu'on connaît. Donc moi, mes collègues à Calais, ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Et on est obligé, alors là, je parle dans ma zone, mais on est obligé de dire à l'administration, voilà, on a des collègues qui sont usés, de les pousser, de recruter, parce que
ils vont exploser. Ils vont exploser. Il y a des. Il y a Faut pas toujours oublier que le fait qu'on fatigue, etc., qu'on voit des scènes, des scènes comment, pas toujours évidentes, ben, ça entraîne des risques psychosociaux. Mais en plus, il y a toujours des échéances électorales diverses et variées, et c'est plus porteur de dire on va recruter du bleu que de recruter de l'administratif, du technique, du scientifique. Voilà. Alors que chaque contribuable devrait savoir que quand on recrute un policier qui est censé faire du terrain, et que ce policier, on le retrouve dans les bureaux, dans les fonctions scientifiques, et ben, c'est un coût. C'est-à-dire que à l'époque, je me souviens, la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, il y a quelques années, avait chiffré, à l'époque c'était des francs, elle avait chiffré à peu près 650 millions de francs annuels la gabegie budgétaire de l'emploi des personnels actifs sur des tâches qui n'étaient pas les leurs. Depuis, ça a explosé, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas moins, et en plus, comme les statuts ont évolué, puisqu'il n'y a plus de catégorie C chez les actifs, donc on a des situations ubuesques, avec des gens qui sont des majors dans des postes de secrétariat, des commandants fonctionnels dans les postes de secrétariat. En CRS, on peut voir des commandants fonctionnels dans les postes de secrétariat. Donc quand on connaît les grilles indiciaires de ces gens-là, il y a un problème, il y a un réel problème. Donc, et on se demande quand est-ce que, parce que ça fait des années qu'on nous parle de GPEC, gestion prévisionnelle des effectifs, bon, on se demande quand est-ce que ça va être mis en place, parce que comme disaient Michel et Xavier, on dit voilà, on affiche tant de recrutement, oui, sauf ils font une gestion prévisionnelle, ils ont dit 120 000 ans au moins sur toute la fonction publique. Voilà la gestion prévisionnelle. Voilà, ça par contre, ils arrivent toujours à le faire en moitié payé. Mais le plus, quand on annonce par exemple un recrutement de 1000 personnes, ben, oui, un recrutement de 1000 personnes, mais il y en a combien qui s'en vont? Et ça, on ne chiffre pas. On prend sur l'objectif de la substitution, qui est un objectif qu'on affiche chaque année, tous les gouvernements sont tous d'accord. Ça fait 25-30 ans maintenant qu'ils sont, tous les ministres qui succèdent sont d'accord, il faut faire la substitution, Sauf qu'on ne met pas les moyens. Gérard Collomb a dit qu'il était d'accord. Voilà. Oui, mais sauf qu'on ne nous a pas dit combien on va mettre. Alors si c'est pour faire du recrutement comme l'année dernière, qui couvre à peine les départs en retraite, et on arrivera même pas. Alors l'objectif premier de la Cour des comptes à l'époque, qui avait sorti un rapport, qui est d'ailleurs resté secret, doit être assez explosif, parce que pour qu'il soit resté secret. Je ne sais pas si les parlementaires peuvent avoir les rapports secrets. On va s'en servir. Voilà, donc il y a un rapport de la Cour des comptes sur la substitution qui doit être explosif. Mais dans un premier temps, la première partie du rapport dit voilà, les gens qui peuvent être substitués tout de suite, c'est à peu près 6 000 personnes. Donc au rythme où on va, dans 40 ans, ça ne sera pas fait. Quoi. Donc, et en attendant, le contribuable, puisqu'on parle aujourd'hui de l'économie budgétaire, le contribuable paye des. Il faut qu'il le sache quand même, les citoyens français, il faut qu'ils sachent qu'ils payent des impôts pour des gens qui ont une prime de risque, qui vont partir en retraite plus tôt, qui ont une formation coûteuse, etc., et qui ne font pas le boulot pour lequel ils ont été recrutés. La voie publique. La voie publique, l'opérationnel. On ne paye pas un actif de police avec un statut spécial pour qu'il soit dans les bureaux, alors qu'à côté de ça, on a des collègues qui sont sur le terrain et qui sont payés comme des administratifs, qui vont travailler jusqu'à 67 ans, qui ont une grosse partie de primes qui sont pas inclus dans le droit pension. On a un tiers, grosso modo, de notre salaire qui n'est pas pris en compte pour la retraite. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, tout ce qui est personnel administratif, technique, scientifique, notamment de catégorie C, on a des gens aujourd'hui, avec les différentes réformes des retraites qu'on a eues, qui partent en retraite s'ils n'ont pas qui ont une pension aujourd'hui qui avoisine les 1 000 euros, et c'est-à-dire que c'est juste au-dessus. Alors des gens qui ont travaillé 40 ans de leur vie et qui se retrouvent avec une pension qui est juste un petit peu au-dessus du minimum vieillesse. J'avais fait le calcul, on perd, nous, à peu près, je parle pour la police scientifique, pour un agent de catégorie C, on perd de pouvoir d'achat. Je parle de pouvoir d'achat, alors qu'un actif va perdre 23% de pouvoir d'achat, c'est-à-dire contre le salaire qu'il avait net et le salaire qui touche de retraite, 23% de pouvoir d'achat, nous on a 37%, quelque chose. Et c'était, voilà, donc il faut qu'on aussi, sachant qu'eux ils partent plus tôt, également, et qu'ils ont des salaires plus élevés. Donc et si on parle de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que je me suis fait un train de vie par rapport à mon pouvoir d'achat, je me retrouve à la retraite,
je pars, c'était un peu plus de 37%, je ne sais plus si c'était plus de 40, mais c'est 37%, il me semble que c'est à peu près le chiffre. Oui, il faut qu'on prévoie. Et en plus, on part beaucoup plus tard. Bon, c'est peut-être pour pas qu'on ait de retraite, c'est peut-être pour ça. Ah, ça va. On va nous user Non, ils pourront vous en astreinte. capitaliser. Vous pourrez avoir une assurance retraite. Non, mais je suis content, etc. ils font C'est moins pour ça de- que toute la discussion aujourd'hui, tous les débats qu'on a sur les réformes qui sont présentées, on vient nous dire le gel du point d'indice, c'est pas grave, puisqu'à côté de ça, il y a le glissement, il y a la technicité, il y a les primes. Oui, mais les primes, le problème, c'est que on va bientôt faire occuper des fonctions d'encadrement. On va avoir bientôt des catégories C chez nous dans la fonction publique qui vont encadrer 30 ou 40 personnes et qui n'auront pas le traitement indiciaire d'un encadrant, mais qui auront le niveau de rémunération d'un encadrant avec des primes gonflées, voilà, et ces primes qu'on ne retrouvera pas au moment du départ en retraite. Voilà, donc on aura des gens qui ont occupé des fonctions de management pendant des années, qui vont partir en retraite avec une pension avoisinant les 1 000-1 200 euros. Ok, bon. Merci pour toutes ces explications. J'espère que ça servira à mes collègues de la commission des lois qui y jetteront un petit coup d'œil. Et puis, j'attends de vos nouvelles après vos rencontres avec la commission, avec les conseillers ministériels. Et puis, on verra éventuellement, en fonction de si ça avance ou pas, une question écrite au gouvernement, une question orale, je sais pas, on verra ce qu'on peut mettre en œuvre. Mais on est dispo. Merci. Voilà. Merci, Jean, qui nous a consacré. Avec plaisir.